Chaque matin, une petite fille montait seule dans un manoir vide et le nettoyait comme si elle prenait soin d'un souvenir. Personne ne savait pourquoi, jusqu'à ce que le véritable propriétaire revienne et la trouve là, entourée de lavande. Ce qu'elle lui dit en le voyant et ce qu'il découvrit ensuite allait tout changer à jamais. Partie 1. Le matin d'avril était arrivé avec une brise fraîche qui transportait le parfum de la lavande sauvage à travers les champs de Provence. Les collines ondoyantes s'étendaient à perte de vue, parsemées d'oliviers centenaires et de mas en pierre claire qui brillaient sous le soleil matinal. Mais au sommet de la colline la plus escarpée, un manoir en pierre de taille se dressait comme un fantôme du passé, ses fenêtres closes et ses jardins transformés en un labyrinthe de broussailles, ou du moins, c'est ce que Thomas Dubois s'était attendu à trouver. Thomas arrêta sa Porsche noire devant le portail rouillé, ses yeux bleus parcourant la façade de la propriété qu'il n'avait pas visitée depuis 15 ans. À 42 ans, il était devenu l'un des hommes d'affaires les plus prospères de Paris, propriétaire d'une chaîne d'hôtels de luxe qui s'étendait dans toute la France. Ses cheveux châtains clairs montraient quelques mèches grises prématurées, produit du stress de diriger un empire commercial, mais son visage conservait encore la beauté aristocratique qu'il avait héritée de sa famille. Il était venu en Provence avec un objectif simple, vendre le manoir familial une fois pour toutes. Les souvenirs de son enfance à cet endroit étaient trop douloureux, trop compliqués. Après la mort de ses parents, il s'était enfui à Paris et n'avait jamais regardé en arrière. Mais maintenant, avec les pressions financières liées à l'expansion de son entreprise et l'insistance de sa sœur Sophie de liquider tous les actifs familiaux, le moment était venu de clore ce chapitre de sa vie. Le portail grinça lorsqu'il le poussa, et Thomas fut surpris de le trouver déverrouillé. Il avait payé une entreprise de sécurité pour surveiller la propriété, mais apparemment, il n'avait pas fait un travail très minutieux. Alors qu'il marchait sur le chemin de gravier vers l'entrée principale, il remarqua quelque chose d'étrange. Le chemin était propre, sans les feuilles mortes et les mauvaises herbes qu'il s'était attendu à trouver après si longtemps d'abandon. Ses pas s'arrêtèrent brusquement lorsqu'il arriva à la porte d'entrée. Le bronze du heurtoir brillait comme s'il avait été poli récemment, et il n'y avait pas de toile d'araignée sur le cadre de la porte. Thomas fronça les sourcils, sortant les clés de sa poche avec des mains qui tremblaient légèrement. Ce n'était pas de la peur qu'il ressentait, mais une inquiétude qu'il ne pouvait expliquer. La serrure tourna doucement, trop doucement, pour une maison qui était restée fermée si longtemps. Thomas poussa la porte lentement et le son de ses pas résonna dans le hall de marbre. Mais là où il s'était attendu à trouver de la poussière, des toiles d'araignée et l'air vicié de l'abandon, il se trouva face à quelque chose de complètement différent. Le manoir était immaculé, les sols en marbre brillaient d'un éclat qu'il n'avait pas vu depuis son enfance. Les meubles, recouverts de drap blanc, étaient placés avec une précision militaire. L'air sentait la lavande fraîche et la cire d'abeille, non la moisissure et l'humidité qu'il avait anticipées. Sur la table du hall, un arrangement de fleurs des champs fraîchement coupées créait une touche de couleur contre le blanc des murs. Thomas resta immobile, son cœur battant la chamade. Ce n'était pas possible. La maison était vide depuis 15 ans. Qui s'en était occupé? Et pourquoi? Un son doux parvint de l'intérieur de la maison, le frottement de pieds nus sur le sol. Thomas se tendit, sa main cherchant instinctivement son téléphone portable. Mais avant qu'il ne puisse composer un numéro, une petite silhouette apparut à l'entrée du salon principal. C'était une fille d'environ 9 ans, aux cheveux châtains attachés en 2 tresses ébouriffées, vêtue d'une robe en coton délavé, un peu trop grande pour elle. Ses pieds nus étaient tachés de terre, et dans ses mains, elle portait un seau d'eau avec quelques tiges de lavande flottant à la surface. Ses yeux, d'un brun doré comme le miel, rencontrèrent ceux de Thomas avec un mélange de surprise et de sérénité qui le laissa sans voix. « Bonjour, monsieur », dit la fille d'une voix claire et sans trace de peur. « Je ne savais pas que vous viendriez aujourd'hui. » Thomas resta bouche bée. Comment cette enfant pouvait-elle parler comme si elle le connaissait, comme si elle avait le droit d'être là? « Qui es-tu » parvint-il enfin à articuler, sa voix plus rauque qu'il ne l'avait voulu. La fille inclina légèrement la tête, comme si la question était étrange. « Je m'appelle Chloé », répondit-elle simplement, « et vous devez être monsieur Thomas. Vous ressemblez beaucoup aux photographies dans le bureau. » « Photographie ?» Thomas sentit le sol bouger sous ses pieds. « Que fais-tu dans ma maison ?» Pour la première fois, une ombre d'incertitude traversa le visage de Chloé. Elle baissa les yeux vers le seau d'eau qu'elle portait, et Thomas remarqua que ses petites mains tremblèrent légèrement. « Je prenais juste soin de ce que vous aviez oublié, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « La maison était très triste, monsieur. Les fleurs du jardin s'étaient fanées, et il y avait de la poussière sur le piano. Je pensais que vous aimeriez la trouver jolie à votre retour. » Thomas ressentit un mélange d'émotions contradictoires.
Colère, confusion, mais aussi quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Une étrange chaleur dans la poitrine. La façon dont la petite fille parlait, avec ce mélange de timidité et de détermination, lui rappelait quelqu'un, bien qu'il ne pût identifier qui. « Depuis combien de temps viens-tu ici » demanda-t-il, sa voix s'adoucissant involontairement. « Depuis que je suis toute petite » répondit Chloé, levant les yeux. « Ma grand-mère m'amenait quand j'étais plus jeune. Elle m'a appris à prendre soin des belles choses, à ne pas les laisser se briser par l'oubli. »« Ta grand-mère ? Qui est ta grand-mère ?»« Madame Dubois. Elle travaillait ici avant, quand vous étiez petit. Maintenant, elle vit au village, mais elle ne peut plus monter la colline parce qu'elle a mal aux jambes. » Thomas eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Madame Dubois. Bien sûr, il se souvenait d'elle. Elle avait été la gouvernante de la maison pendant des décennies, une femme âgée qui avait pris soin de lui et de sa sœur lorsque leurs parents étaient trop occupés par leurs propres affaires. Mais elle avait disparu de leur vie il y a de nombreuses années, et Thomas avait supposé qu'elle avait déménagé ou était décédée. « Madame Dubois », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour la petite fille. « Je ne savais pas qu'elle était encore en vie. »« Elle est bien vivante, » dit Chloé avec un sourire qui illumina tout son visage. « Elle parle toujours de vous et de Madame Sophie. Elle dit que vous étiez de très bons enfants, bien que parfois espiègles. » Thomas sentit un nœud dans la gorge. Sophie, sa sœur aînée, qui vivait maintenant à Marseille et qui le pressait de vendre le manoir. Sophie, qui avait été sa complice dans tant d'aventures enfantines, dans ces mêmes couloirs. « Sais-tu pourquoi je suis ici, Chloé » demanda Thomas, s'approchant lentement de la petite fille. Il ne voulait pas l'effrayer, mais il avait besoin de réponses. Chloé hocha gravement la tête. « Vous allez vendre la maison, n'est-ce pas ? Madame Dubois dit que c'est normal. Elle dit que les maisons ont besoin de familles pour les remplir de vie, pas de fantômes du passé. » L'honnêteté brutale de la petite fille le frappa comme une gifle. Oui, c'était exactement ce qu'il était venu faire. Mais l'entendre de la bouche de cette petite, au milieu du manoir qu'elle avait entretenu avec tant d'amour, fit que la décision sembla être plus qu'une simple transaction commerciale. « Et qu'en penses-tu » demanda Thomas, se surprenant lui-même avec la question. Chloé le regarda droit dans les yeux, et Thomas sentit comme si elle pouvait voir à travers toutes les couches de succès et de sophistication qu'il avait construites autour de lui. « Je pense que cette maison veut revivre, » dit-elle finalement, « mais je ne sais pas si elle veut être vendue ou si elle veut redevenir un foyer. » Thomas resta silencieux, assimilant les mots de la petite fille. Il était venu ici avec un plan clair, évaluer la propriété, contacter une agence immobilière et se débarrasser de ce rappel d'un passé qu'il préférait laisser en fou. Mais la présence de Chloé, la perfection avec laquelle elle avait entretenu la maison, la mention de Madame Dubois, tout cela compliquait les choses d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. « Où vis-tu, Chloé » demanda-t-il finalement. « Au village, avec Madame Dubois. Nous avons une petite maison près de l'église, mais je viens ici tous les jours après l'école. Madame Dubois dit qu'il est important de maintenir les traditions, de prendre soin des choses que d'autres ont oubliées. » Thomas ressentit une pointe de culpabilité. Il avait oublié, il s'était enfui de cet endroit et de tout ce qu'il représentait. Mais cette petite fille, qui n'avait aucune obligation envers lui ou envers sa famille, avait pris soin de son héritage avec plus d'amour et de dévouement qu'il n'en avait lui-même montré. « Aimerais-tu me montrer ce que tu as fait » demanda-t-il, se surprenant de nouveau par sa propre requête. Les yeux de Chloé s'illuminèrent comme si une lumière s'était allumée en elle. « Vous voulez vraiment voir ?»« Oui » répondit Thomas, et il se rendit compte qu'il le pensait vraiment. « J'aimerais tout voir. » Chloé posa le seau d'eau sur le sol et courut vers lui avec l'énergie naturelle de l'enfance. « Venez, je vais commencer par le jardin. J'ai planté tant de nouvelles fleurs. » Alors qu'il suivait la petite fille vers l'arrière de la maison, Thomas ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'il avait mis en marche avec son arrivée. Il était venu ici pour clore un chapitre de sa vie, mais il avait l'impression que, à la place, il venait d'en ouvrir un complètement nouveau. Et tandis que Chloé lui montrait fièrement les rosiers qu'elle avait plantés dans le jardin arrière, Thomas se surprit à sourire pour la première fois depuis qu'il avait posé le pied en Provence. Avez-vous déjà retrouvé quelque chose que vous croyiez perdu à jamais? Quel secret pensez-vous que ce manoir cache? Laissez votre commentaire et dites-nous de quelle ville vous nous lisez. Et si cette histoire vous émeut autant que nous, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne manquer aucun chapitre de cette incroyable histoire. Partie 2. La transformation du jardin était extraordinaire. Là où Thomas se souvenait de parterres négligés et de hautes herbes, fleurissaient maintenant des rosiers de toutes les couleurs, de la lavande en rangée parfaite et un petit potager avec des tomates, des courgettes et des herbes aromatiques. Chloé se déplaçait parmi les plantes avec l'assurance de quelqu'un qui connaissait chaque recoin, chaque besoin de ce petit paradis qu'elle avait créé.
Ces rosiers, je les ai plantés l'année dernière, expliqua Chloé, désignant des buissons chargés de boutons rouges. Madame Dubois m'a appris que les roses ont besoin de beaucoup d'amour et de patience, comme les gens. Thomas se pencha pour sentir une des fleurs, et le parfum doux le transporta immédiatement dans son enfance. Sa mère avait cultivé des roses dans ce même jardin, et il se souvenait vivement s'être assis sur les marches de la terrasse, l'observant travailler les mains dans la terre. « Comment as-tu appris à faire tout cela ?» demanda-t-il, réellement impressionné par l'étendue et la qualité du travail. « Madame Dubois m'a appris beaucoup de choses, » répondit Chloé avec un sourire timide. « Mais il y a aussi des livres dans la bibliothèque de la maison. J'en ai trouvé un sur le jardinage qui a de très jolis dessins, et parfois je sens que les plantes me disent ce dont elles ont besoin. » Thomas haussa un sourcil. « Les plantes te parlent ?» Chloé rougit. « Pas exactement, mais quand une plante est triste, ça se voit. Les feuilles jaunissent ou elles penchent vers le bas. Quand elles sont contentes, elles s'étirent vers le soleil. C'est comme si elles avaient des sentiments. » Alors qu'il se promenait dans le jardin, Thomas se rendit compte que ce n'était pas seulement la beauté des plantes qui l'impressionnait, mais la connexion évidente que Chloé avait avec cet endroit. Chaque pas qu'elle faisait était délibéré. Chaque regard vers les fleurs était plein de tendresse. Cet enfant n'avait pas seulement pris soin de sa propriété, elle avait créé un sanctuaire. « Chloé, » dit Thomas, s'arrêtant près d'un banc en pierre qu'il se souvenait de son enfance. « Puis-je te demander quelque chose ?»« Bien sûr, monsieur Thomas. Pourquoi fais-tu tout cela? Ce n'est pas ta maison. Ce n'est pas ta responsabilité. Pourquoi consacres-tu tant de temps et d'efforts à prendre soin de quelque chose qui ne t'appartient pas ?» Chloé s'assit sur le banc, ses courtes jambes se balançant sans toucher le sol. Son expression devint sérieuse, presque mélancolique. « Quand j'étais toute petite, ma maman est partie, » commença-t-elle, sa voix à peine audible. « Madame Dubois ne m'a jamais dit exactement pourquoi, juste que parfois les gens doivent partir. Mais quand je viens ici, quand je m'occupe des fleurs et que je nettoie les pièces, j'ai l'impression que j'appartiens à quelque part. » Thomas sentit une oppression dans la poitrine. « Tu ne te sens pas à ta place avec Madame Dubois ?»« Oui, bien sûr que oui. Madame Dubois m'aime beaucoup, et je l'aime. Mais ici, c'est différent. Ici, je me sens complète, comme si je faisais partie de quelque chose de plus grand que moi. » Thomas s'assit à côté d'elle sur le banc, gardant une distance respectueuse, mais sentant le besoin d'être plus proche de cet enfant extraordinaire. « Et qu'en est-il de ton père ?» demanda-t-il doucement. Chloé haussa les épaules. Madame Dubois dit que c'était un homme bon, mais qu'il n'a pas pu rester. Elle dit que parfois l'amour ne suffit pas à maintenir les familles unies. La sagesse et la tristesse dans les mots d'une enfant de 9 ans frappèrent Thomas comme un coup de poing. Il avait eu tous les privilèges du monde, une famille aisée, une éducation, des opportunités, et pourtant il avait choisi de fuir son passé. Cet enfant, qui avait perdu ses parents, qui vivait dans des circonstances modestes, avait trouvé un moyen de créer de la beauté et du sens dans sa vie. « Puis-je te montrer autre chose ?» demanda Chloé, se levant du banc avec une énergie renouvelée. « Bien sûr. » Chloé le conduisit vers l'arrière du jardin, où il y avait un petit abri que Thomas se souvenait vaguement. Mais quand la petite fille ouvrit la porte, il resta stupéfait. L'intérieur avait été transformé en un petit atelier, avec des outils de jardinage méticuleusement organisés, des graines rangées dans des bocaux étiquetés, et un petit bureau où il y avait des cahiers remplis de dessins et de notes. « C'est mon endroit spécial », expliqua Chloé, lui montrant un des cahiers. « Ici, je note tout ce que j'apprends sur les plantes, et je dessine aussi des plans pour le jardin. » Thomas feuilleta le cahier, s'émerveillant devant les dessins détaillés et les notes soigneusement écrites. Les dessins montraient non seulement le jardin tel qu'il était maintenant, mais aussi des plans pour l'agrandir, des idées pour de nouvelles sections, même des croquis d'une petite fontaine au centre. « C'est incroyable, Chloé. Tu as un vrai talent pour ça. Vous croyez ?» demanda-t-elle, ses yeux brillants d'espoir. « J'en suis sûr. Ces dessins sont professionnels. As-tu pensé à étudier quelque chose en rapport avec le jardinage ou le paysagisme ?» Chloé baissa les yeux. Madame Dubois dit que pour étudier ces choses, il faut beaucoup d'argent, et que les petites filles comme moi, eh bien, qu'on doit être pratique. Thomas ressentit une pointe d'indignation. Des filles comme elle. Qu'est-ce que cela signifiait exactement? Chloé était intelligente, talentueuse, dévouée. Le fait qu'elle soit née dans des circonstances plus modestes ne devrait pas limiter ses possibilités. « Aimerais-tu que je te montre l'intérieur de la maison ?» demanda Thomas, changeant de sujet, mais gardant ses pensées sur l'avenir de Chloé à l'esprit. « Oui, il y a quelque chose que je veux vous montrer spécialement. » Chloé referma soigneusement le cahier et le ramena dans la maison. Alors qu'il marchait, Thomas se rendit compte qu'il voyait sa propriété d'une manière complètement nouvelle. Ce n'était pas seulement un manoir vide, rempli de souvenirs douloureux, c'était un foyer qui avait été aimé et entretenu par quelqu'un qui n'avait aucune obligation de le faire.
Ils entrèrent par la porte arrière qui donnait sur la cuisine. Thomas se souvenait de cette pièce comme d'un endroit chaotique, où la cuisinière de la famille préparait des repas élaborés pour les réceptions constantes de ses parents. Maintenant, la cuisine brillait d'une propreté impeccable, mais il y avait quelque chose de plus. Une touche de chaleur qu'il ne se souvenait pas de son enfance. « Tu cuisines ici ?» demanda-t-il, notant qu'il y avait des ingrédients frais sur le comptoir. « Parfois », admit Chloé. « Madame Dubois m'a appris à faire des choses simples. Quand je passe beaucoup de temps ici, j'aime me préparer quelque chose de basique, mais je nettoie toujours tout après. » Thomas ouvrit le réfrigérateur et fut surpris de le trouver modérément rempli de produits frais. « D'où vient la nourriture ? J'ai un petit travail au marché du village le samedi. J'aide Monsieur Jean avec son étal de légumes et il me paie un peu et me laisse prendre quelques produits. J'ai aussi le potager, qui me donne beaucoup de légumes. » L'image de cet enfant de 9 ans travaillant au marché pour pouvoir acheter de la nourriture et entretenir la maison fit que Thomas ressentit un mélange d'admiration et de tristesse. Il avait été si déconnecté de la vie réelle, si enfermé dans son monde d'hôtels de luxe et de dîners d'affaires, qu'il avait oublié qu'il existait des personnes comme Chloé qui travaillaient dur pour les choses les plus fondamentales. « Que voulais-tu me montrer ?» demanda-t-il, la suivant hors de la cuisine. « C'est dans le salon principal, » dit Chloé, le guidant dans le couloir. Lorsqu'ils entrèrent dans le salon, Thomas s'arrêta net. La pièce était exactement comme il s'en souvenait de son enfance, mais il y avait quelque chose de nouveau. Sur le piano à queue, qui avait été couvert et silencieux pendant des décennies, il y avait des partitions ouvertes, et les touches étaient propres et brillantes. « Tu joues du piano ?» demanda-t-il incrédule. « J'apprends, » répondit Chloé timidement. « J'ai trouvé un livre de méthode dans la bibliothèque et, eh bien, c'est difficile d'apprendre sans professeur, mais je m'entraîne. » Thomas s'approcha du piano, ses doigts effleurant les touches. Il avait étudié le piano pendant des années quand il était enfant, mais il avait abandonné la musique quand il était allé à l'université. Maintenant, le contact avec les touches lui apporta une avalanche de souvenirs. Des après-midi de pratique, des récitals scolaires, l'expression de fierté de sa mère quand il jouait bien un morceau. « Pourrais-tu me jouer quelque chose ?» demanda-t-il. Chloé rougit profondément. « Je ne suis pas très bonne encore. Je ne connais que quelques chansons simples. J'aimerais t'entendre. » Avec un mélange de nervosité et de détermination, Chloé s'assit sur le banc du piano. Ses petits doigts trouvèrent les touches et elle commença à jouer une mélodie simple mais magnifique. Ce n'était pas parfait. Il y avait quelques fausses notes, quelques hésitations, mais il y avait quelque chose dans sa façon de jouer qui était profondément émouvant. Quand elle eut fini, Thomas se rendit compte qu'il avait les yeux humides. « Quelle était cette chanson ?» demanda-t-il. « Elle s'appelle « La Marseillaise », répondit Chloé. « Elle est de Rouget de Lisle. Madame Dubois dit que sa mère la jouait quand elle était petite. » Thomas eut l'impression d'avoir reçu un choc électrique. « La mère de Madame Dubois jouait du piano ?»« Oui, Madame Dubois dit que c'était une femme très cultivée, qu'elle savait jouer de nombreux instruments, mais que la vie la forçait à travailler dans des maisons comme celle-ci pour survivre. » Quelque chose dans l'histoire ne collait pas, mais Thomas ne pouvait identifier quoi. Il avait supposé que Madame Dubois n'était qu'une simple domestique, mais la façon dont Chloé parlait d'elle, les connaissances qu'elle avait transmises à la petite fille, tout suggérait qu'il y avait plus dans son histoire. « Chloé, » dit Thomas, s'asseyant à côté d'elle sur le banc du piano, « qu'est-ce que Madame Dubois t'a raconté d'autre sur le passé de cette maison ?» Chloé le regarda avec prudence, comme si elle décidait jusqu'où elle pouvait lui faire confiance. Madame Dubois dit que cette maison a vu beaucoup de choses, des moments heureux et des moments tristes. Elle dit que les murs gardent des secrets et que seules les personnes qui l'aiment vraiment peuvent les comprendre. Quel genre de secret? Je ne sais pas exactement, mais parfois, quand je suis seul ici, j'ai l'impression que quelqu'un est avec moi. Pas d'une manière qui me fait peur, mais comme s'il y avait quelqu'un qui veillait sur moi. Thomas sentit un frisson. Lui aussi avait ressenti quelque chose de similaire quand il était enfant, une présence bienveillante qui le consolait dans les moments difficiles. Il avait supposé que ce n'était que son imagination, mais maintenant, il se demandait s'il y avait quelque chose de plus. « Madame Dubois t'a-t-elle dit quelque chose sur ma famille, sur la raison pour laquelle nous avons quitté la maison ?» Chloé hocha lentement la tête. « Elle dit que vos parents étaient de bonnes personnes, mais qu'ils avaient beaucoup de responsabilités. Elle dit que parfois les adultes oublient ce qui compte vraiment parce qu'ils sont préoccupés par d'autres choses. Et qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? Je pense qu'il est important de prendre soin des gens que l'on aime, et de prendre soin des endroits qui nous rendent heureux, et de créer de belles choses qui peuvent rendre les autres heureux. » Thomas resta silencieux, assimilant les mots de la petite fille. Dans son monde des affaires, le succès se mesurait en chiffres, en propriétés acquises, en expansion de marché. Mais assis ici, sur le banc du piano où il avait passé tant d'heures de son enfance,
Écoutant la sagesse simple mais profonde de Chloé, il se demandait s'il avait mesuré les bonnes choses. « Puis-je te demander quelque chose, Chloé ?» dit-il finalement. « Bien sûr. Si tu étais la propriétaire de cette maison, qu'en ferais-tu » Les yeux de Chloé s'illuminèrent, et pendant un instant, Thomas put voir l'enfant qu'elle avait été, avant que la vie ne lui apprenne à être prudente. « Vous voulez vraiment savoir ? Vraiment ?» Chloé se leva du banc et marcha vers la fenêtre qui donnait sur le jardin. « J'en ferai un endroit où les gens pourraient venir apprendre de belles choses. Nous pourrions apprendre aux enfants du village à cultiver des fleurs, à jouer de la musique, à lire des livres, et les personnes âgées pourraient venir raconter leurs histoires pour qu'elles ne soient pas oubliées. » Thomas sentit son cœur battre la chamade. La vision de Chloé était simple mais puissante, transformer le manoir en un centre communautaire, un lieu où les générations pourraient se connecter et apprendre les unes des autres. « Et tu penses que ça marcherait ?» demanda-t-il. « Je pense que oui. Il y a beaucoup d'enfants au village qui n'ont nulle part où aller après l'école, et il y a beaucoup de personnes âgées qui se sentent seules. Nous pourrions nous entraider. » Thomas s'approcha de la fenêtre, contemplant le jardin que Chloé avait créé avec tant d'amour. Pour la première fois depuis qu'il était arrivé en Provence, il se trouva à imaginer un avenir pour le manoir qui n'impliquait pas de le vendre. « Tu sais quoi, Chloé ?» dit-il, se tournant vers elle. « Je pense que tu as une très bonne idée. »« Vraiment ? Vraiment. Mais dis-moi, que dirait Madame Dubois si elle savait que tu es ici seule tous les jours? Ne s'inquiète-t-elle pas pour toi ?» Chloé baissa les yeux. « Madame Dubois croit que je ne viens ici que parfois. Elle ne sait pas que je passe autant de temps ici. Elle a peur que je me mette en difficulté. » « Peut-être devrions-nous aller la voir ?» suggéra Thomas. « J'aimerais lui parler. »« Vraiment ? Oui, je pense qu'il est temps que j'aie une conversation avec Madame Dubois. Il y a beaucoup de choses que je dois comprendre. » Alors qu'il sortait du manoir, Thomas sentit qu'il était sur le point de s'engager dans quelque chose de bien plus compliqué que ce qu'il avait prévu. Il était venu ici pour vendre une propriété, mais il se trouvait entraîné dans une histoire qu'il commençait à peine à comprendre. Alors qu'il marchait sur le chemin vers le village, avec Chloé discutant animément de ses plans pour le jardin, Thomas ne pouvait s'empêcher de se demander si peut-être, juste peut-être, il avait trouvé quelque chose qu'il ne savait même pas chercher. Quel secret pensez-vous que Madame Dubois cache sur le passé de Chloé et du manoir? Thomas pourra-t-il trouver l'équilibre entre sa vie réussie à Paris et la connexion inattendue qu'il ressent avec son village natal? Dites-nous ce que vous pensez qu'il va se passer à la fête de l'huile d'olive et n'oubliez pas de nous dire de quelle ville vous nous lisez. Votre avis est très important pour nous. Partie 3. Le village de Provence s'étendait sur le flanc de la colline, comme une mosaïque de maisons blanches aux toits rouges. Les rues étroites étaient remplies de pots de géranium, et l'air portait l'arôme de l'huile d'olive et du pain fraîchement cuit. Thomas avait oublié à quel point cet endroit était pittoresque, à quel point il était différent de l'agitation de Paris. Chloé le guida dans les rues pavées avec la familiarité de quelqu'un qui connaissait chaque recoin. Les voisins la saluaient avec affection et Thomas remarqua les regards curieux qu'ils lui lançaient. Il était évident que les étrangers n'étaient pas courants en Provence, surtout les étrangers avec des voitures chères et des costumes de designer. « La maison de Madame Dubois est ici, » dit Chloé, s'arrêtant devant une petite maison à 2 étages avec une porte bleue délavée. « Mais peut-être devrions-nous frapper d'abord. Parfois, elle est effrayée par les visites inattendues. » Thomas hocha la tête, ressentant un mélange de nervosité et d'anticipation. Il n'avait pas vu Madame Dubois depuis plus de 15 ans et il n'était pas sûr de ce que serait la rencontre. Chloé frappa doucement à la porte et après quelques instants, des pas lents se firent entendre. La porte s'ouvrit et Thomas se retrouva face à face avec une femme qu'il reconnut immédiatement, bien que les années aient laissé leur marque sur elle. Madame Dubois avait été une femme forte et énergique quand il était enfant, mais maintenant, à 70 ans passés, elle se déplaçait avec la prudence de quelqu'un qui a beaucoup vécu et a appris à être prudente. « Chloé, ma chérie, pourquoi n'es-tu pas à l'école » commença-t-elle à demander. Mais ses mots s'arrêtèrent quand elle vit Thomas. Ses yeux s'ouvrirent en grand et sa main se porta instinctivement à sa poitrine. « Mon Dieu » murmura-t-elle. « Thomas, petit Thomas. »« Bonjour, Madame Dubois » dit Thomas, enlevant ses lunettes de soleil. « Comment allez-vous » Pendant un instant, Madame Dubois sembla incapable de parler. Ses yeux se remplirent de larmes et Thomas put voir la lutte émotionnelle qui se déroulait sur son visage. Finalement, elle se redressa et reprit son calme. « Entrez, s'il vous plaît. Tous les deux, entrez. Chloé va faire bouillir de l'eau pour le thé. » La maison de Madame Dubois était petite mais accueillante, remplie de photographies de famille et de meubles anciens qui racontaient l'histoire d'une vie vécue avec modestie mais dignité. Thomas s'assit sur un canapé usé, tandis que Madame Dubois s'installait sur une chaise en face de lui, étudiant son visage, comme si elle essayait de réconcilier l'homme qu'elle avait devant elle
avec l'enfant qu'elle avait connu. « Tu es comme ton père quand il avait ton âge », dit finalement Madame Dubois, sa voix teintée de nostalgie. « Les mêmes yeux bleus, la même mâchoire forte, mais il y a quelque chose de différent, une dureté que tu n'avais pas quand tu étais petit. » Thomas se sentit mal à l'aise sous son examen. « Les années changent les gens, Madame Dubois. »« Oui, c'est vrai, et pas toujours pour le mieux. » Madame Dubois accepta la tasse de thé que Chloé lui offrit et la regarda avec tendresse. « Chloé, ma chérie, pourquoi ne vas-tu pas jouer dans la cour? Les adultes ont besoin de parler. » Chloé hésita, regardant entre Thomas et Madame Dubois. « Tout va bien, grand-mère? »« Tout va bien, ma petite. Ce ne sont que des conversations d'adultes. Va, mais ne t'éloigne pas trop. » Après que Chloé fut sortie, le silence s'installa entre eux. Thomas prit une gorgée de thé, essayant de trouver les mots justes pour commencer une conversation qu'il savait compliquée. « Ça, Madame Dubois, commença-t-il finalement. Chloé m'a dit qu'elle s'occupait du manoir, que vous lui avez appris à le faire. » Madame Dubois hocha lentement la tête. « Cet enfant a un cœur trop grand pour son propre bien. Quand elle était plus jeune, je l'emmenais avec moi quand j'allais vérifier la maison, juste pour m'assurer que tout était en ordre, vous comprenez? Je n'aurais jamais pensé qu'elle s'attacherait autant à l'endroit. Pourquoi ne m'avez-vous pas contacté? Si vous aviez besoin que la maison soit entretenue, j'aurais pu engager un service professionnel. » Madame Dubois posa sa tasse sur la table avec plus de force que nécessaire. « Vous contacter? Thomas, quand avez-vous pensé à cet endroit pour la dernière fois? Quand avez-vous vous préoccupé de ce qui se passait ici pour la dernière fois ?» La question le frappa comme une gifle. Thomas réalisa qu'il n'avait pas de bonne réponse. « Vous avez raison, admit-il finalement. J'ai été distant. Après la mort de mes parents, cet endroit est devenu trop douloureux pour moi. Et maintenant, vous êtes de retour pour le vendre, dit Madame Dubois. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. Oui, ma sœur, Sophie et moi, nous devons liquider les actifs familiaux. » Madame Dubois resta silencieuse pendant un long moment, ses yeux perdus dans un souvenir lointain. Quand elle parla finalement, sa voix était douce mais pleine de tristesse. « Savez-vous ce qui me fait le plus mal, Thomas? Ce n'est pas que vous vouliez vendre la maison, c'est que vous avez complètement oublié ce qu'elle signifiait pour vous quand vous étiez enfant. » « Je n'ai pas oublié, protesta Thomas, mais ces souvenirs sont compliqués. Tous les souvenirs sont compliqués, mais cela ne signifie pas que nous devrions les fuir. » Madame Dubois se pencha en avant. « Vous souvenez-vous quand vous aviez 8 ans et que vous vous êtes perdu dans les champs pendant l'orage ?» Thomas sentit un nœud dans la gorge. Oui, il s'en souvenait vivement. « Votre mère était hystérique. Votre père était parti en voyage d'affaires. C'est moi qui vous ai trouvé, trempé et tremblant sous le vieux chêne près de la rivière. Et savez-vous ce que vous m'avez dit quand je vous ai demandé pourquoi vous étiez sorti par cet orage ?» Thomas secoua la tête, bien qu'il se souvînt vaguement de la réponse. « Vous m'avez dit que vous aviez vu votre mère pleurer dans le jardin et que vous pensiez que si vous trouviez les plus belles fleurs des champs, elle ne serait plus triste. » Les mots frappèrent Thomas comme un éclair. Il se souvint de ce jour avec une clarté parfaite maintenant. Sa mère, assise sur le banc du jardin, pleurant après une autre dispute avec son père. Son impulsion enfantine de vouloir arranger les choses, de faire quelque chose, n'importe quoi, pour effacer cette tristesse de son visage. « Vous étiez un enfant avec un cœur énorme, » continua Madame Dubois, toujours à essayer de prendre soin des autres, toujours à essayer de réparer ce qui était cassé. Qu'est-il arrivé à cet enfant, Thomas? Thomas sentit que les défenses qu'il avait construites pendant des années commençaient à s'effondrer. Cet enfant a réalisé qu'il ne pouvait rien réparer. Qu'importe ses efforts, les choses continuaient à se casser. Et c'est pourquoi vous avez fui. Oui, j'ai fui. J'ai construit une nouvelle vie, une vie où j'avais le contrôle, où je pouvais réparer des choses réelles, tangibles, des hôtels, des affaires, des investissements. Des choses qui peuvent être mesurées et gérées. Madame Dubois hocha la tête avec compréhension. Mais certaines choses ne peuvent pas être mesurées, Thomas. Certaines choses ne peuvent pas être gérées avec des contrats et de l'argent. Comme quoi? Comme l'amour, comme l'appartenance, comme le sens de la vie. Madame Dubois fit une pause. Comme l'avenir d'une petite fille qui a trouvé sa place dans le monde en prenant soin de quelque chose que vous voulez vendre. Thomas sentit le poids de ces paroles. « Parlez-moi de Chloé, Madame Dubois. Parlez-moi de sa famille. » Le visage de Madame Dubois s'assombrit. « Chloé est... C'est une histoire compliquée, Thomas. Que voulez-vous dire ?» Madame Dubois se leva et marcha vers une étagère remplie de photographies. Elle en prit une en particulier et la tendit à Thomas. C'était une photo d'une jeune femme d'environ 25 ans, avec les mêmes cheveux châtains et les mêmes yeux dorés que Chloé. « C'est Manon, la mère de Chloé. C'était ma petite fille. » Thomas étudia la photographie, remarquant immédiatement la ressemblance. « C'était votre petite fille? Que lui est-il arrivé ?» Manon travaillait dans une maison à Paris, une famille aisée, respectable.
Elle est tombée amoureuse du fils de la famille, un jeune homme beau qui lui a promis le monde. Madame Dubois reprit la photographie, la regardant avec tristesse. Mais quand Manon est tombée enceinte, cet homme a disparu. La famille l'a renvoyé, bien sûr. Ils ne pouvaient pas permettre que le scandale entache leur réputation. Et elle est revenue ici? Oui, elle est revenue ici. Mais elle était brisée, Thomas. Le cœur brisé, l'esprit brisé. Elle a eu Chloé, mais elle ne s'est jamais complètement remise de la trahison. Quand Chloé avait 4 ans, Manon a décidé d'aller chercher du travail en Bretagne. Elle a dit qu'elle reviendrait pour Chloé quand elle aurait une stabilité économique. Et elle n'est jamais revenue? Madame Dubois secoua la tête, les larmes coulant sur ses joues. Nous avons reçu une lettre il y a 3 ans. Elle était morte dans un accident de voiture à Rennes. Chloé ne le sait pas. Je lui dis que sa mère travaille et qu'elle reviendra un jour. Thomas eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Pourquoi me racontez-vous cela? Parce que cet enfant a cherché une famille toute sa vie, Thomas. Et elle a trouvé quelque chose qui ressemble à une famille dans votre manoir, en prenant soin, en l'aimant, en se sentant partie de quelque chose de plus grand qu'elle-même. Mais je ne peux pas être responsable d'elle. J'ai ma propre vie, mes propres problèmes. Madame Dubois le regarda avec une expression que Thomas ne put déchiffrer. Personne ne vous demande d'être responsable d'elle, Thomas. Je vous demande simplement de penser à ce que cette maison signifie pour une enfant qui n'a rien d'autre au monde. Madame Dubois, vous ne comprenez pas. Ma sœur Sophie me presse de vendre. J'ai des engagements financiers, des plans d'expansion pour mon entreprise. Je ne peux pas simplement tout changer parce qu'une enfant s'est attachée à la propriété. Vous ne pouvez pas, ou vous ne voulez pas? La question resta en suspens entre eux. Thomas sentit qu'il était jugé, et il n'aimait pas cette sensation. C'est plus compliqué que vous ne le pensez, dit-il finalement. La vie est toujours compliquée, Thomas. Mais au final, cela se résume aux décisions que nous prenons, et ces décisions définissent qui nous sommes. À ce moment-là, Chloé entra en courant du jardin, son visage illuminé d'émotion. « Madame Dubois, Monsieur Thomas, savez-vous quel jour nous sommes demain? »« Quel jour, ma chérie ?» demanda Madame Dubois, essuyant discrètement ses larmes. « C'est le jour de la fête de l'huile d'olive. Il y aura de la musique et de la danse et de la bonne cuisine. On peut y aller tous ensemble ?» Thomas avait complètement oublié la célèbre fête de l'huile d'olive de Provence, une célébration annuelle qui honorait la récolte des olives et qui avait toujours été l'événement le plus important de l'année au village. « Bien sûr que nous pouvons y aller, » dit Madame Dubois. « N'est-ce pas, Thomas ?» Thomas se retrouva à hocher la tête avant de pouvoir assimiler complètement ce qu'il acceptait. « Oui, bien sûr. Fantastique. Je vais montrer à Monsieur Thomas toutes les traditions, » s'exclama Chloé, sautant de joie. Alors qu'il voyait le pur bonheur sur le visage de la petite fille, Thomas ressentit un mélange d'émotions contradictoires. Une partie de lui voudrait s'échapper, retourner à Paris, oublier toute cette affaire compliquée. Mais une autre partie, une partie qu'il avait gardée enfouie pendant longtemps, se sentait étrangement attirée par l'idée de rester, de faire partie de quelque chose qui n'avait rien à voir avec les bilans financiers. « Madame Dubois, » dit-il quand Chloé sortit à nouveau dans la cour, « il y a autre chose que je dois savoir. Pourquoi ai-je l'impression que vous ne m'avez pas dit toute la vérité sur Chloé ?» Madame Dubois le regarda longuement, luttant clairement avec quelque chose intérieurement. « Parce que toute la vérité n'est pas prête à être racontée, » dit-elle finalement. « Certaines vérités ont besoin de temps pour se développer. Certaines vérités ont besoin que les gens soient prêts à les recevoir. Que voulez-vous dire? Cela signifie qu'il y a des choses sur l'histoire de votre famille, sur cette maison, sur Chloé, qui sont plus compliquées que vous ne l'imaginez. Mais cela signifie aussi que peut-être, si vous restez un peu plus longtemps, si vous permettez à votre cœur de s'ouvrir aux possibilités, vous trouverez des réponses à des questions que vous ne saviez même pas que vous aviez. » Thomas se sentit frustré par l'évasion de Madame Dubois, mais aussi intrigué. Il était venu en Provence avec un plan simple, vendre la maison et passer à autre chose. Mais chaque conversation, chaque révélation, chaque moment passé avec Chloé compliquait ce plan d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. « Vous me promettez que vous me direz toute la vérité à terme ?» demanda-t-il. « Je vous promets que quand le moment sera venu, quand vous serez prêt à l'entendre, vous saurez toute la vérité, » répondit Madame Dubois. « Mais pour l'instant, pourquoi ne pas simplement profiter de la fête demain? Pourquoi ne pas permettre à cet enfant de vous montrer ce que signifie faire partie d'une communauté ?» Thomas hocha la tête, bien qu'il ne fût pas complètement convaincu. Il y avait trop de mystères, trop de demi-vérités, mais il y avait aussi quelque chose d'indéniablement attrayant dans l'idée de rester un peu plus, de mieux comprendre cette histoire dans laquelle il s'était retrouvé involontairement. « D'accord, dit-il finalement, je resterai pour la fête. Mais après, Madame Dubois, j'aurai besoin de réponses. Je dois savoir exactement dans quoi je m'engage. »« Marché conclu, » dit Madame Dubois, lui tendant la main. Alors qu'ils se serrèrent la main,
Thomas ne put s'empêcher de sentir qu'il venait de franchir un point de non-retour. Il était venu en Provence pour clore un chapitre de sa vie, mais il avait le soupçon croissant qu'en réalité, il était sur le point d'en commencer un complètement nouveau. Quel secret pensez-vous que Madame Dubois cache sur le passé de Chloé et du manoir? Thomas pourra-t-il trouver l'équilibre entre sa vie réussie à Paris et la connexion inattendue qu'il ressent avec son village natal? Dites-nous ce que vous pensez qu'il va se passer à la fête de l'huile d'olive et n'oubliez pas de nous dire de quelle ville vous nous lisez. Votre avis est très important pour nous. Partie 4. Le matin de la fête de l'huile d'olive se leva sous un ciel clair et une brise douce qui portait l'arôme des fleurs sauvages dans toute la vallée. Thomas se réveilla dans une petite chambre du seul hôtel du village, ressentant un mélange d'anticipation et d'anxiété qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. Il avait passé la nuit à penser à sa conversation avec Madame Dubois, aux révélations sur Chloé et aux décisions qu'il devrait prendre bientôt. Il s'habilla de manière plus décontractée que d'habitude, choisissant un pantalon en lin et une chemise blanche sans cravate. Quand il se regarda dans le miroir de la petite salle de bain, il fut surpris de voir qu'il semblait plus détendu, plus jeune en quelque sorte. Paris et ses responsabilités semblaient être à des millions de kilomètres. Chloé l'attendait dans le hall de l'hôtel, vêtue d'une belle robe blanche brodée de fleurs rouges et jaunes qui avait manifestement été faite à la main. Ses cheveux étaient relevés en un chignon élaboré, décoré de petites fleurs sauvages, et ses yeux brillaient d'émotion. « Monsieur Thomas, vous êtes très beau !» s'exclama-t-elle quand elle le vit descendre les escaliers. « Et toi, tu es magnifique, Chloé. C'est Madame Dubois qui a fait cette robe ? » ?»« Oui, elle y a travaillé pendant des semaines. Elle dit qu'il est important de bien s'habiller pour les fêtes traditionnelles, que c'est une façon d'honorer nos ancêtres. » Thomas ressentit une pointe de tristesse en pensant à toutes les années qu'il avait perdues, à toutes les traditions dont il s'était éloigné. Quand il était enfant, la fête de l'huile d'olive avait été l'un de ses événements préférés de l'année. Maintenant, en tant qu'adulte, il se demandait pourquoi il avait permis que le travail et les ambitions emportent tous ces moments simples mais précieux. « Où est Madame Dubois ?» demanda-t-il. « Elle est déjà sur la place, aidant à préparer la nourriture. Elle m'a dit de la trouver là-bas. Venez, Monsieur Thomas. Nous ne pouvons pas être en retard. » Chloé lui prit la main avec la spontanéité d'une enfant qui avait trouvé quelqu'un en qui avoir confiance. Et Thomas sentit une chaleur étrange dans sa poitrine. Cela faisait longtemps que quelqu'un n'avait pas eu besoin de lui d'une manière aussi simple et pure. La place principale de Provence avait été complètement transformée pour la fête. Des guirlandes de papier aux couleurs vives s'étendaient entre les arbres. Des stands de nourriture étaient installés autour du périmètre. Et au centre, une petite scène avait été montée où un groupe de musiciens locaux accordaient leurs instruments. L'air était rempli de l'arôme d'huile d'olive, de pain fraîchement cuit et des épices utilisées dans la préparation des fougasses traditionnelles. Thomas se sentit immédiatement submergé par la chaleur et la familiarité de la scène. C'était comme s'il avait remonté le temps, comme si les années d'absence n'avaient jamais existé. Les souvenirs de son enfance inondèrent son esprit. Courant entre les stands avec Sophie, goûtant toutes les gourmandises offertes par les vendeurs, dansant avec sa mère au centre de la place, tandis que son père les observait avec un sourire rarement vu. « Monsieur Thomas, Chloé !» Madame Dubois s'approcha d'eux, portant un tablier coloré sur une robe provençale traditionnelle. Ses mains étaient tachées de farine et son visage brillait de l'effort du travail, mais elle semblait plus heureuse et plus vive que Thomas ne l'avait vue la veille. « Madame Dubois, vous avez l'air en pleine forme, » dit Thomas sincèrement. « Les fêtes me rajeunissent, » répondit-elle avec un sourire. « Chloé, ma chérie, pourrais-tu m'aider à apporter des choses de la cuisine de l'église ? Monsieur Thomas, cela vous dérangerait-il de l'accompagner ? Il y a des cartons lourds, bien sûr. » Alors qu'ils marchaient vers l'église, Chloé parlait animément des différentes traditions de la fête, expliquant la signification de chaque activité, chaque plat, chaque chanson. Thomas se retrouva fasciné non seulement par ses connaissances, mais par la passion avec laquelle elle parlait de ses coutumes. « Comment en sais-tu autant sur tout cela ?» demanda-t-il. « Madame Dubois me l'a enseigné depuis que j'étais toute petite. Elle dit qu'il est important de maintenir les traditions vivantes, surtout pour les gens comme moi qui n'ont pas beaucoup d'autres choses à préserver. » La tristesse dans ses mots frappa Thomas de nouveau. Cet enfant, qui avait tant perdu si jeune, s'accrochait aux traditions communautaires comme si elles étaient sa seule connexion avec quelque chose de plus grand qu'elle-même. Dans la cuisine de l'église, Thomas aida à charger des plateaux de fougasses traditionnelles. Tapenade d'olive, fromage de chèvre frais, jambon cru de pays et les fameuses bugnes que Madame Dubois excellait à préparer. Pendant qu'il travaillait, le père Julien, le curé du village, s'approcha pour les saluer. « Thomas Dubois, dit le père Julien avec un sourire chaleureux, cela faisait longtemps que nous ne vous avions pas vu par ici. »
Père Julien, répondit Thomas, surpris que l'ancien curé se souvînt de lui. Je ne savais pas que vous étiez toujours là. Nous sommes toujours là, mon fils. Nous prenons soin de notre petite communauté, essayant de garder tout le monde uni. Et je vois que vous avez rencontré notre petite Chloé. Oui, elle est une enfant extraordinaire. Le père Julien hocha la tête, mais Thomas remarqua une expression pensive sur son visage. Chloé est spéciale, sans aucun doute. Elle a une âme ancienne, comme nous disons ici. Parfois, je me demande si le destin ne l'a pas amenée à nous pour une raison précise. Que voulez-vous dire? Oh, ce ne sont que des pensées d'un vieux curé. Mais j'ai remarqué que les personnes comme Chloé, celles qui ont beaucoup perdu mais conservent encore la capacité d'aimer et de créer de la beauté, apparaissent souvent dans nos vies quand nous en avons le plus besoin. Thomas se sentit mal à l'aise avec l'implication. « Père, je ne cherche pas. Je ne suis pas en position de… » « Mon fils, » l'interrompit doucement le père Julien, « parfois il ne s'agit pas de ce que nous cherchons. Parfois, il s'agit de ce qui nous trouve. » Avant que Thomas ne puisse répondre, Chloé revint en courant. « La musique commence. Venez, monsieur Thomas. Vous devez voir ça. » De retour sur la place, la fête avait vraiment commencé. Les musiciens jouaient des mélodies provençales traditionnelles, et les gens de tous âges avaient commencé à danser. Thomas reconnut de nombreux visages, d'anciens camarades de classe, qui étaient maintenant des adultes, avec leur propre famille, des commerçants qu'il avait connus dans son enfance, des voisins qu'il avait vus grandir. « Monsieur Thomas !» Une voix familière le fit se retourner. C'était Jean, le propriétaire du marché où Chloé travaillait le samedi. Thomas se souvenait de lui comme d'un jeune homme énergique, mais il était maintenant un homme d'âge moyen, aux cheveux gris et aux mains tannées par des années de travail. « Jean, comment allez-vous ?»« Très bien, très bien. Et vous, monsieur Thomas, vous avez l'air prospère. Paris vous a bien réussi. » « Merci, Chloé m'a dit qu'elle vous aide au marché. » Jean sourit, regardant où la petite fille aidait Madame Dubois à servir de la nourriture. Cet enfant est un trésor. Travailleuse, honnête, toujours avec le sourire. Le samedi, mon stand est le plus populaire du marché parce qu'elle est là. Elle a un don pour faire en sorte que les gens se sentent bienvenus. Depuis quand travaille-t-elle avec vous? Depuis plus d'1 an. Elle est venue un jour, très timide, demandant si j'avais besoin d'aide. Au début, j'ai pensé qu'elle était trop jeune, mais Madame Dubois est venue me parler. Elle m'a expliqué que la petite avait besoin de se sentir utile, qu'elle avait besoin d'avoir un sens. Alors je lui ai donné une chance, et je n'ai pas regretté un seul jour. Thomas hocha la tête, mais Jean continua, son expression devenant plus sérieuse. « Monsieur Thomas, j'espère que vous ne me prendrez pas mal ce que je vais vous dire, mais beaucoup d'entre nous au village sont inquiets. » « Inquiets de quoi? Nous avons entendu dire que vous comptez vendre le manoir. Et nous nous demandons, nous demandons ce qu'il adviendra de Chloé. » Thomas sentit un nœud à l'estomac. « Que voulez-vous dire? Cet enfant a trouvé sa place dans le monde en prenant soin de cette maison. C'est ce qui lui donne un sens, ce qui la rend heureuse. Si vous vendez la propriété à des étrangers, si elle est transformée en quelque chose de différent, nous ne savons pas quel effet cela aura sur elle. Jean, je ne peux pas baser des décisions commerciales importantes sur… »« Je ne vous demande pas de faire cela, » l'interrompit Jean gentiment. « Je vous demande simplement de considérer que certaines choses sont plus importantes que l'argent. » et qu'une enfant qui a tant perdu ne devrait plus perdre la seule chose qu'il lui reste. Avant que Thomas ne puisse répondre, la musique changea pour une mélodie plus douce et romantique. Les couples commencèrent à se diriger vers le centre de la place pour danser, et Thomas remarqua que Chloé l'observait de loin avec une expression d'espoir sur son visage. « Qu'est-ce qu'il y a ?» lui demanda-t-il quand elle s'approcha de lui. « Vous savez danser, monsieur Thomas ? Je n'ai pas dansé depuis longtemps. Vous m'apprendriez ? Madame Dubois m'a appris quelques pas de base. » Mais je n'ai jamais dansé avec un homme. Thomas sentit son cœur se serrer. La demande était si simple, si innocente, mais chargée de tant de sens. Cet enfant qui avait perdu son père avant de le connaître lui demandait d'occuper, ne serait-ce que pour un instant, ce rôle. Ce serait un honneur, dit-il, lui tendant la main. Il la conduisit au centre de la place, conscient que beaucoup d'yeux les observaient. Chloé posa sa petite main dans la sienne et l'autre sur son épaule, suivant les pas qu'elle avait appris avec Madame Dubois. Au début, ils étaient tous les deux un peu maladroits, mais ils trouvèrent progressivement un rythme, une harmonie qui semblait naturelle. « C'est bien comme ça ?» demanda Chloé, le regardant avec des yeux brillants. « Parfait », répondit Thomas, et il réalisa qu'il le pensait vraiment. Pendant qu'il dansait, Thomas se rendit compte que quelque chose changeait en lui. La tendresse qu'il ressentait envers cet enfant, la façon dont elle lui faisait entièrement confiance, la manière dont il se sentait faire partie de cette communauté pour la première fois depuis des années, tout cela éveillait des émotions qu'il avait gardées endormies pendant longtemps. Quand la chanson se termina, Chloé le serra dans ses bras impulsivement. « Merci, monsieur Thomas. C'était la plus belle danse de ma vie. » Thomas sentit ses yeux se remplir de larmes. « Pour moi aussi, Chloé. »
Le reste de l'après-midi passa comme un rêve. Thomas se retrouva à participer à des activités qu'il n'avait pas faites depuis l'enfance, dégustant différentes huiles d'olive, écoutant les anciens raconter des histoires du village, riant avec un délice sincère des bêtises des enfants locaux. Mais le moment le plus mémorable vint vers la fin de l'après-midi, lorsque les musiciens invitèrent quiconque le souhaitait à monter sur scène et à partager un talent. À la surprise de Thomas, Chloé se leva et marcha vers la scène. « Je vais jouer quelque chose que j'ai appris au piano du manoir », annonça-t-elle d'une voix claire qui porta dans toute la place. Un des musiciens lui offrit une petite guitare sèche et Chloé s'assit sur un tabouret au centre de la scène. Après un moment de silence, elle commença à jouer une mélodie que Thomas reconnut immédiatement. Une chanson populaire provençale que sa mère lui chantait quand il était petit. Mais ce qui frappa vraiment Thomas, ce ne fut pas la chanson elle-même, mais la façon dont Chloé la jouait. Malgré son âge et son manque de formation formelle, il y avait quelque chose dans son interprétation qui était profondément émouvant, quelque chose qui parlait à la fois de perte et d'espoir. Quand elle eut fini, la place éclata en applaudissements. Thomas se retrouva à applaudir plus fort que quiconque, les larmes coulant sur ses joues. « Où a-t-elle appris à jouer comme ça ?» lui demanda-t-il à Madame Dubois qui se tenait à côté de lui. « Je ne sais pas », répondit Madame Dubois, sa voix pleine d'étonnement. « Je ne l'avais jamais entendue jouer de cette manière. C'est comme si la musique venait de quelque part de très profond en elle. » Après que Chloé fut descendue de la scène, elle courut vers Thomas, les yeux brillants d'émotion. « Vous avez aimé? J'ai bien joué? C'était magnifique, Chloé. Absolument magnifique. J'ai appris cette chanson sur un disque que j'ai trouvé dans le manoir. Sur la pochette, il était écrit que c'était la chanson préférée d'une dame qui y vivait il y a longtemps. » Thomas sentit un frisson. « Quelle dame? Je ne suis pas sûr. » Mais il y avait une photo sur la pochette du disque. Une dame très élégante avec une jolie robe et un sourire triste. Thomas échangea un regard avec Madame Dubois, qui avait visiblement pâli. « Chloé, dit rapidement Madame Dubois, pourquoi ne vas-tu pas aider le père Julien à ranger les chaises? Il commence à faire sombre. » Après que Chloé se fut éloignée, Thomas se tourna vers Madame Dubois. « De quel disque parle-t-elle? Quelle photographie ?» Madame Dubois resta silencieuse pendant un long moment, regardant où Chloé aidait joyeusement le curé. « Thomas, dit-elle finalement, je pense qu'il est temps de monter au manoir. Il y a des choses que vous devez voir, des choses que vous devez comprendre avant de prendre toute décision concernant l'avenir de cette maison. Quel genre de choses? Des choses qui expliqueront pourquoi Chloé se sent si connectée à cet endroit. Des choses qui expliqueront pourquoi je crois que le destin vous a ramené ici à ce moment précis. » Thomas ressentit un mélange de curiosité et d'appréhension. « Êtes-vous sûr que je suis prêt à entendre cela? »« Non, » admit Madame Dubois. « Mais je pense que je n'ai plus le choix. Les secrets ont une vie propre, Thomas. Et ce secret est prêt à éclater au grand jour. » Alors qu'ils marchaient vers le manoir sur la colline, avec Chloé discutant animément entre eux des événements de la journée, Thomas ne pouvait s'empêcher de sentir qu'il était sur le point de découvrir quelque chose qui changerait non seulement sa perception du passé, mais aussi sa vision de l'avenir. La pleine lune éclairait le chemin vers le manoir, et pour la première fois depuis son arrivée en Provence, Thomas sentit qu'il était exactement là où il devait être. Partie 5. Le manoir se dressait majestueux sous la lumière de la lune, ses fenêtres brillant comme des yeux qui gardèrent des secrets millénaires. Thomas marchait entre Madame Dubois et Chloé, ressentant un mélange d'anticipation et de nervosité qu'il n'avait pas éprouvé depuis l'enfance. L'air nocturne portait l'arôme doux de la lavande et du jasmin que Chloé avait planté dans le jardin. « Pourquoi devons-nous venir la nuit ?» demanda Chloé, sa voix légèrement tremblante. « Je viens toujours pendant la journée. »« Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent être vues que lorsque la maison est silencieuse, » répondit Madame Dubois mystérieusement. « Quand les distractions du jour se sont évanouies et que les échos du passé peuvent être entendus. » Thomas sortit les clés de sa poche, remarquant que ses mains tremblaient légèrement. « Madame Dubois, avant d'entrer, j'ai besoin que vous me disiez exactement ce que nous allons trouver à l'intérieur. » Madame Dubois s'arrêta devant la porte principale, son visage solennel à la lumière de la lune. « Thomas, il y a longtemps que je garde des secrets qui ne me revenaient pas de garder, des secrets sur votre famille, sur cette maison, sur le passé que vous croyiez avoir laissé derrière vous. »« Quel genre de secrets ?» demanda Thomas, sentant son cœur s'accélérer. « Des secrets sur la raison pour laquelle vos parents ont réellement abandonné cette maison. Des secrets sur une femme qui a travaillé ici pendant des années et qui a disparu une nuit sans explication. Et des secrets sur la raison pour laquelle Chloé se sent si connectée à cet endroit. » Thomas ouvrit la porte lentement et ils entrèrent dans le hall en silence. La maison semblait différente la nuit, plus vivante en quelque sorte, comme si les ombres qui dansaient sur les murs portaient avec elles les souvenirs de tous ceux qui y avaient vécu. « Allons au bureau, » dit Madame Dubois doucement,
les guidant par le couloir principal. C'est là que votre père gardait tous ses documents importants. Le bureau était une pièce que Thomas avait évitée lors de sa précédente visite. C'était le sanctum sanctorum de son père, un endroit où des décisions importantes étaient prises et où les secrets de la famille Dubois étaient regardés. Quand Madame Dubois alluma les lampes, la pièce se remplit d'une lumière dorée qui faisait que tout semblait figé dans le temps. « Chloé, dit Madame Dubois doucement, pourrais-tu nous apporter cette boîte qui est sur l'étagère la plus haute derrière le bureau, celle en bois foncé, avec les initiales AL ?» Chloé obéit, montant sur une chaise pour atteindre la boîte. Quand elle la tendit à Madame Dubois, Thomas remarqua que les initiales n'étaient pas seulement AL, mais ALB. Madame Dubois avait omis la dernière lettre. « Que signifient ces initiales ?» demanda Thomas. « Anaïs Leblanc, répondit Madame Dubois, ouvrant la boîte avec soin. « Ma fille aînée. » Thomas sentit le sol bouger sous ses pieds. « Votre fille? Mais vous n'avez jamais mentionné que vous aviez une fille. »« J'ai eu 3 filles, » dit Madame Dubois, sa voix pleine de douleur. Anaïs était l'aînée. Elle était intelligente, belle, talentueuse. Elle savait jouer du piano, parlait espagnol, avait étudié au couvent jusqu'à ses 18 ans. Quand vos parents eurent besoin d'une gouvernante pour vous et Sophie, j'ai recommandé Anaïs. Les pièces commencèrent à s'emboîter dans l'esprit de Thomas comme un puzzle qui révélait enfin son image complète. Anaïs a travaillé ici comme ma gouvernante. Oui, pendant 3 ans, depuis que vous aviez 12 ans jusqu'à vos 15 ans. Vous ne vous en souvenez pas? Thomas ferma les yeux, cherchant dans sa mémoire. Progressivement, une image commença à se former. Une jeune femme aux cheveux châtains foncés et aux yeux gentils, qui lui enseignait les mathématiques dans cette même pièce, qui jouait du piano après les leçons, qui avait un rire musical qui remplissait la maison de joie. « Anaïs, murmura-t-il, mademoiselle Anaïs. Bien sûr que je me souviens d'elle. Elle était merveilleuse, mais elle a disparu soudainement. Un jour, elle était là, et le lendemain, elle avait disparu. Mes parents ne m'ont jamais expliqué pourquoi elle était partie. » Madame Dubois sortit une photographie de la boîte et la tendit à Thomas. C'était la même femme dont il se souvenait, mais sur la photo, elle était clairement enceinte. « Elle est partie parce qu'elle attendait un bébé, » dit Madame Dubois, sa voix à peine audible. Et le père du bébé ne pouvait pas le reconnaître. Thomas étudia la photographie, un soupçon terrible commençant à se former dans son esprit. Qui était le père? Madame Dubois le regarda droit dans les yeux. « Votre père, Thomas. Votre père était le père du bébé. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Thomas eut l'impression que quelqu'un lui avait donné un coup de poing dans l'estomac. Les implications de ce que Madame Dubois avait dit se répandaient comme des ondes dans un étang, affectant tout ce qu'il croyait savoir sur sa famille, sur son père, sur sa propre histoire. « Non, dit-il finalement, secouant la tête, ce n'est pas possible. Mon père, il aimait ma mère. Il n'aurait jamais... Votre père était un homme compliqué, Thomas. Il aimait votre mère, oui, mais c'était aussi un homme avec des faiblesses. Anaïs était jeune, belle, et votre mère traversait une période très difficile. Elle avait perdu 2 grossesses de suite. Elle était déprimée, distante. Votre père a trouvé du réconfort ailleurs. » Chloé, qui avait écouté en silence, s'approcha de Thomas et lui prit la main. « Ça va, monsieur Thomas? Vous avez l'air très pâle. » Thomas la regarda et soudain tout prit un sens. Les yeux dorés, la connexion avec la maison, le talent musical naturel, la façon dont elle s'était sentie si à l'aise dans le manoir dès le premier instant. « Chloé, dit-il, sa voix tremblante, qui était ta grand-mère maternelle? »« Anaïs, répondit Chloé sans hésiter. Madame Dubois me dit toujours que je lui ressemble beaucoup, que j'ai ses mains et son oreille musicale. » Thomas regarda Madame Dubois, cherchant confirmation de ce qu'il savait déjà être vrai. « Anaïs est partie quand elle a su qu'elle était enceinte, » continua Madame Dubois. « Elle savait que votre père ne pourrait jamais reconnaître le bébé, que le scandale détruirait votre famille. Alors, elle est partie au village voisin, a eu sa fille Manon en secret, et n'est jamais revenue ici. Et mon père le savait, pas au début, mais des années plus tard, quand Manon était adolescente, Anaïs lui a écrit une lettre lui racontant la vérité. Elle espérait qu'il pourrait aider financièrement avec l'éducation de la petite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Votre père est venu me voir. Il était dévasté. Il voulait aider, mais il avait aussi peur que votre mère découvre la vérité. Au final, nous avons convenu qu'il enverrait de l'argent anonymement pour l'éducation de Manon, mais qu'il ne la reconnaîtrait jamais officiellement. Thomas s'assit lourdement sur la chaise de son père, submergé par l'information. Alors Chloé est ma nièce. Ma sœur était ma demi-sœur. Oui, confirma Madame Dubois. Manon était votre demi-sœur et Chloé est votre nièce. Chloé le regarda avec de grands yeux confus. Que signifie cela? Que signifie que je suis votre nièce? Thomas la regarda, ressentant un mélange d'émotions si intenses qu'il ne pouvait le traiter complètement. Amour, protection, culpabilité,
responsabilité. Tout se mélangeait dans un tourbillon émotionnel qui le laissait sans voix. « Cela signifie, dit-il finalement d'une voix rauque, que tu es de la famille, que tu as toujours été de la famille. Mais pourquoi personne ne me l'a dit avant ?» Madame Dubois s'approcha d'elle et lui caressa les cheveux. « Parce que, ma petite, certaines vérités sont très compliquées pour les enfants, et parce que nous ne savions pas si M. Thomas serait prêt à accepter cette responsabilité. » Thomas se leva brusquement, marchant vers la fenêtre. Son esprit était en chaos, essayant de traiter non seulement la révélation sur Chloé, mais aussi la nouvelle compréhension de son père et de l'histoire de sa famille. « Y a-t-il autre chose ?» demanda-t-il, se tournant vers Madame Dubois. « Un autre secret que je devrais connaître ?» Madame Dubois hésita. « Il y a une dernière chose, quelque chose que j'ai trouvé parmi les affaires de votre père après sa mort, mais que je n'ai jamais su si je devais vous donner. » Elle sortit une enveloppe scellée de la boîte et la tendit à Thomas. Sur la couverture de l'écriture de son père, il était écrit « Pour Thomas, quand il sera prêt à comprendre ». Avec des mains tremblantes, Thomas ouvrit l'enveloppe et en tira une lettre. Il la lut en silence, son expression passant progressivement de la confusion à l'étonnement, puis à quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. « Que dit-elle » demanda Madame Dubois. « Elle dit, » commença Thomas, sa voix pleine d'émotion, « qu'il a toujours su qu'un jour je reviendrais ici, qu'il espérait que quand je le ferais, je trouverais le moyen de réparer ses erreurs. Elle dit qu'il a laissé des instructions pour qu'une partie significative de son héritage soit destinée à prendre soin des descendants d'Anaïs, mais qu'il voulait que ce soit moi qui prenne cette décision quand je serai mûr. » Thomas regarda Chloé, qui l'observait avec un mélange d'espoir et de confusion dans ses yeux dorés. « Elle dit aussi, continua-t-il, que cette maison avait toujours été plus heureuse avec des enfants en elle et qu'il espérait qu'un jour elle le serait à nouveau. « Et qu'allez-vous faire maintenant, monsieur Thomas ?» demanda Madame Dubois doucement. Thomas s'approcha de Chloé et s'agenouilla devant elle, prenant ses petites mains dans les siennes. « Chloé, dit-il, sa voix pleine de tendresse, aimerais-tu que cette maison soit vraiment ton foyer? Aimerais-tu que nous travaillions ensemble pour la transformer en ce centre communautaire que tu avais imaginé ?» Les yeux de Chloé se remplirent de larmes. « Vraiment? Nous pourrions vraiment faire ça? Oui, mais cela signifierait beaucoup de changements. Il faudrait que ce soit légal, il faudrait tout planifier soigneusement. Et il faudrait que nous soyons une vraie famille, avec toutes les responsabilités que cela implique. Et vous viendriez vivre ici aussi ?» Thomas regarda Madame Dubois, puis de nouveau Chloé. Pour la première fois depuis des années, il pouvait voir un avenir qui n'était pas défini uniquement par les bilans financiers, par les acquisitions et les expansions. Il pouvait voir un avenir où il n'était pas seulement un homme d'affaires prospère, mais aussi un homme avec une famille, avec un but plus profond. « Je devrais partager mon temps entre ici et Paris, » dit-il. « Mais oui, j'aimerais passer beaucoup de temps ici. J'aimerais faire partie de ta vie, Chloé. J'aimerais être l'oncle que tu n'as jamais su que tu avais. » Chloé se jeta dans ses bras, pleurant et riant en même temps. « J'ai toujours su que j'appartenais ici. Je l'ai toujours su. » En serrant sa nièce dans ses bras, Thomas sentit que quelque chose de brisé en lui commençait à guérir. Il était venu en Provence pour vendre une propriété et clore un chapitre de son passé. Au lieu de cela, il avait trouvé une famille, un but et une nouvelle compréhension de ce que signifiait vraiment être complet. « Madame Dubois, dit-il, regardant par-dessus la tête de Chloé, m'aideriez-vous à bien faire cela? M'aideriez-vous à être la famille que Chloé mérite? » « Ce sera un honneur, » répondit Madame Dubois, les larmes aux yeux. « Ce sera un honneur d'aider à boucler la boucle qui a commencé il y a tant d'années. » Cette nuit-là, assis dans le bureau où tant de secrets avaient été gardés pendant des décennies, Thomas, Chloé et Madame Dubois commencèrent à planifier un avenir qu'aucun d'eux n'avait imaginé lorsque le soleil s'était couché cet après-midi-là. Un avenir où un manoir abandonné redeviendrait un foyer, où une enfant orpheline trouverait sa vraie famille, et où un homme réussi mais solitaire apprendrait que les choses les plus importantes de la vie ne peuvent pas être achetées. Elles ne peuvent être découvertes que dans les cœurs des personnes que nous aimons. Partie 6. 6 mois plus tard, le soleil d'octobre peignait les collines de Provence de teintes dorées et rougeâtres, et le manoir au sommet de la colline fourmillait d'une activité qu'il n'avait pas connue depuis des décennies. Thomas s'arrêta dans le jardin arrière, observant avec un sourire la scène qui se déroulait devant lui. Un groupe d'enfants du village travaillait aux côtés de Chloé à l'agrandissement du potager, tandis qu'un groupe de personnes âgées partageait des histoires à l'ombre du grand chêne qui avait maintenant des bancs construits autour de lui. Les 6 derniers mois avaient été un tourbillon de changements, de défis et de découvertes. Thomas avait tenu parole. Il avait transformé le manoir en le centre communautaire dont Chloé avait rêvé, mais il avait aussi fait bien plus que cela. « Oncle Thomas !» La voix de Chloé le tira de ses pensées.
Elle courut vers lui avec un tablier taché de terre et un sourire qui rayonnait de pur bonheur. Ces derniers mois, elle avait grandi non seulement physiquement, mais aussi en confiance et en joie. Avoir une vraie famille, savoir qu'elle appartenait à quelque part, avait transformé la petite fille réservée en une jeune femme rayonnante. « Comment avance le projet de la serre ?» demanda Thomas en la serrant dans ses bras. « Fantastique! Monsieur Jean dit que nous pourrions avoir des légumes frais tout l'hiver, et Madame Sophie a apporté des graines d'herbes aromatiques de Marseille. Elle dit qu'elle va m'apprendre à faire son fameux pistou. » Thomas sourit en entendant sa sœur. Sophie avait été la plus grande surprise de tous ces changements. Alors qu'elle s'était initialement violemment opposée à la décision de Thomas de transformer le manoir en un centre communautaire au lieu de le vendre, la relation entre les frères et sœurs avait été tendue pendant des semaines. Mais lorsque Thomas lui révéla la vérité sur Chloé, sur Anaïs et sur les secrets de leur père, Sophie avait connu sa propre transformation émotionnelle. La première fois que Sophie avait rencontré Chloé, elle avait pleuré pendant 1 heure. « C'est comme revoir papa enfant », avait-elle dit, mais avec la douceur qu'il a perdue à un moment donné en chemin. Maintenant, Sophie venait de Marseille chaque week-end, participant activement au programme du centre et développant une relation spéciale avec sa nièce. Elle avait même commencé à envisager de déménager définitivement en Provence. « Où est Madame Dubois ?» demanda Thomas. « Dans la cuisine, à préparer le goûter pour les ateliers de l'après-midi, et elle attend que vous veniez lui parler. » Thomas trouva Madame Dubois dans la cuisine principale du manoir, qui avait été entièrement rénovée, tout en conservant son charme traditionnel. Elle préparait des plateaux de tartines, tout en supervisant un groupe de femmes du village venues aider aux ateliers de cuisine traditionnelle. « Thomas, dit-elle en le voyant entrer, j'ai besoin de vous parler. C'est important. » Ils se dirigèrent vers le petit bureau que Thomas avait aménagé dans l'une des pièces latérales. Ces derniers mois, il avait appris à diviser son temps efficacement. 3 jours par semaine à Paris pour gérer son entreprise hôtelière, qui continuait à prospérer, et 4 jours en Provence, se consacrant au centre communautaire et à sa nouvelle famille. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, remarquant le sérieux sur le visage de Madame Dubois. « J'ai reçu un appel ce matin, de la préfecture. Ils ont entendu parler de ce que nous faisons ici, de la façon dont nous avons transformé le manoir et revitalisé le village. Ils veulent nominer notre projet pour un prix national de développement rural durable. » Thomas haussa les sourcils. « C'est incroyable, mais il y a plus. Si nous gagnons le prix, il s'accompagne d'une subvention gouvernementale significative, suffisante pour étendre le projet, peut-être créer des programmes similaires dans d'autres villages de la région. » Thomas s'assit, assimilant l'information. « Qu'en pensez-vous ? Je pense que nous avons créé quelque chose de spécial ici, Thomas. Quelque chose qui va au-delà de ce que nous avions tous initialement imaginé. Les enfants du village ont un endroit sûr où apprendre et grandir. Les personnes âgées ont un but et une communauté. Les jeunes familles qui avaient envisagé de déménager en ville envisagent maintenant de rester. » C'était vrai. L'impact du centre avait dépassé les attentes les plus optimistes de Thomas. Ce qui avait commencé comme un moyen d'honorer les rêves de Chloé était devenu un modèle de développement communautaire durable. Ils avaient des programmes d'agriculture biologique, des ateliers d'artisanat traditionnel, des cours de musique et d'art, et même un petit programme d'échange avec des étudiants universitaires de Nice qui venaient étudier les techniques agricoles traditionnelles. Mais, continua Madame Dubois, cela signifie aussi plus de responsabilités, plus d'attention publique, plus de pression, et je ne sais pas si c'est ce que nous voulons vraiment pour Chloé, pour notre petite communauté. Thomas comprit sa préoccupation. Ces derniers mois, il en était venu à apprécier profondément la paix et la simplicité de la vie en Provence. L'idée que son refuge devienne quelque chose de trop public ou commercialisé le préoccupait aussi. « Qu'en pense Chloé ?» Je ne lui ai pas encore dit. Je voulais vous en parler d'abord. Parlons-en avec elle. Au final, tout cela a commencé avec ses rêves. Elle devrait avoir son mot à dire sur les décisions concernant l'avenir. Ils trouvèrent Chloé dans le salon principal, donnant une leçon de piano à 3 enfants du village. Thomas s'arrêta à l'entrée, s'émerveillant une fois de plus du talent naturel de sa nièce. Ces derniers mois, il avait engagé un professeur de musique professionnel qui venait de Nice 2 fois par semaine, et les progrès de Chloé avaient été extraordinaires. Quand la leçon fut terminée, elle s'approcha d'eux avec curiosité. « Il se passe quelque chose ? Vous avez l'air très sérieux. » Thomas lui expliqua l'appel de la préfecture et la possibilité du prix. Chloé écouta attentivement, posant des questions intelligentes et réfléchies qui démontraient une maturité qui surprenait parfois Thomas. « Et vous, qu'en pensez-vous, oncle Thomas ?» demanda-t-elle finalement. « Je pense que nous devons être prudents. Ce que nous avons construit ici est spécial parce que c'est authentique, parce que cela a grandi naturellement des besoins de notre communauté.
Nous ne voulons pas perdre cette authenticité. Mais, ajouta Chloé pensivement, je pense aussi aux autres enfants comme j'étais avant. Des enfants qui se sentent perdus, qui n'ont pas d'endroit où ils appartiennent. Si nous pouvons créer plus d'endroits comme celui-ci, ne devrions-nous pas essayer? Thomas ressentit une vague de fierté envers sa nièce. Ces derniers mois, il avait vu comment Chloé avait développé non seulement confiance en elle, mais aussi une réelle préoccupation pour les autres. Elle était une leader naturelle parmi les enfants du village, toujours inclusive, toujours à penser à la manière de faire en sorte que les autres se sentent les bienvenus. « Tu sais quoi ?» dit Thomas. « Je pense que nous devrions accepter la nomination, mais avec des conditions claires. Toute expansion doit maintenir les mêmes principes que nous avons établis ici. Une communauté authentique, la durabilité, et toujours avec le bien-être des enfants et des familles comme priorité. « Et si nous gagnons ?» demanda Chloé, ses yeux brillants d'émotion. « Si nous gagnons, nous créerons une fondation, la fondation Anaïs Leblanc, en l'honneur de ta grand-mère. Et toi, quand tu seras plus grande, tu auras la possibilité de la diriger si c'est ce que tu veux. » Chloé resta silencieuse un instant, assimilant les implications. Puis, avec la sagesse que Thomas avait appris à associer à elle, elle dit « Je pense que ma grand-mère aimerait ça. » Madame Dubois dit toujours qu'elle croyait en l'éducation, en le fait de donner aux gens des opportunités de grandir et d'apprendre. Cet après-midi-là, alors que tous les trois travaillaient ensemble dans le jardin, quelque chose qui était devenu une tradition quotidienne. Thomas réfléchit au chemin qu'il avait mené à ce moment. Il était venu en Provence comme un homme d'affaires prospère, mais émotionnellement vide, planifiant une simple transaction commerciale. Au lieu de cela, il avait trouvé une famille, un but, et une compréhension complètement nouvelle de ce qui constituait une vie pleine. « Oncle Thomas, » dit Chloé en plantant des graines de lavande, « regrettez-vous parfois de ne pas avoir vendu le manoir ?» Thomas la regarda, cet enfant extraordinaire qui avait transformé sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginé possible. « Jamais, » répondit-il avec conviction. « Cela, c'était la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Même si cela signifiait changer tous vos plans. Surtout parce que cela signifiait changer tous mes plans. Parfois, Chloé, les plus beaux cadeaux de la vie sont ceux dont nous n'avons jamais su que nous avions besoin. » Alors que le soleil se couchait sur les collines provençales, peignant le ciel de teintes roses et oranges, Thomas Dubois se sentit complet pour la première fois de sa vie d'adulte. Il avait appris que le vrai succès ne se mesurait pas en termes de gains financiers ou d'expansion des affaires, mais par la différence que l'on pouvait faire dans la vie des personnes que l'on aimait. Et tandis qu'il observait Chloé rire avec les autres enfants du village, tandis qu'il voyait Madame Dubois diriger avec sagesse et amour les activités du centre, tandis qu'il contemplait le manoir qui débordait maintenant de vie et de but, Thomas sut qu'il avait trouvé quelque chose qu'aucune somme d'argent ne pourrait acheter. Il avait trouvé son véritable foyer. La maison des miracles, comme les habitants avaient commencé à appeler le manoir, se dressait contre le ciel du crépuscule comme un phare d'espoir et de communauté. Et dans ces couloirs, qui avaient autrefois résonné des échos du silence et de l'abandon, résonnait maintenant la musique de la vie. Rire d'enfants, conversation d'adultes, le son du piano que Chloé jouait chaque soir, et par-dessus tout, le son de l'amour qui avait transformé non seulement une maison, mais les vies de tous ceux qui l'habitaient. C'était la fin d'une histoire, mais aussi le début de beaucoup d'autres. Car en Provence, dans un manoir au sommet d'une colline, une petite fille avait appris à un homme que le vrai foyer n'est pas un lieu que l'on achète ou que l'on vend, mais un sentiment qui se construit avec amour, patience et la volonté d'ouvrir son cœur aux possibilités inattendues que la vie nous offre. Et tandis que les premières étoiles commençaient à apparaître dans le ciel provençal, Thomas Dubois savait que quoi que l'avenir leur réservât, lui, Chloé, Madame Dubois et toute leur famille, élargie en Provence, avaient créé quelque chose qui durerait pour toujours. Ils avaient créé un héritage d'amour, de communauté et d'espoir qui se transmettrait de génération en génération. Le manoir, qui avait autrefois été un rappel douloureux du passé, était devenu une promesse brillante pour l'avenir. Et au cœur de cette promesse se trouvait une petite fille qui avait su, dès le premier instant, qu'elle appartenait exactement là où le destin l'avait placée. Et ainsi se termine notre belle histoire de Thomas et Chloé. Qu'avez-vous pensé de cette transformation d'une simple transaction commerciale en une histoire de famille et de communauté? Avez-vous déjà vécu un moment qui a complètement changé le cours de votre vie? Nous serions ravis de connaître votre avis et de savoir de quelle ville vous nous avez accompagnés dans cette histoire émouvante. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à notre chaîne et de partager avec nous le type d'histoire que vous aimeriez entendre à l'avenir. À la prochaine aventure!